On passe à la prochaine présentation. Le docteur Ascan Adriani, ancien aussi de Paul Brousse, qui travaille maintenant à Buenos Aires, qui va nous montrer l'application du protocole de Fast Track en chirurgie hépatique ouverte. Oscar. Merci beaucoup. Pour moi, c'est vraiment un honneur d'être ici parmi vous et partager l'expérience de ce protocole qu'on avait commencé à l'hôpital austral dans l'année 2011 et l'expérience que je vais vous montrer, ça appartient jusqu'à juin de cette année où j'ai quitté l'hôpital. Et je voudrais aussi remercier mes collègues de l'hôpital qui m'ont aidé dans ce protocole. Et le protocole de Fast Track améliore la récupération post-opératoire et s'est inspiré dans ces deux protocoles, l'un de l'Europe, particulièrement des Pays-Bas et de l'Écosse, les ERAS, Enhanced Recovery After Surgery, et l'autre du Brésil, que c'est le protocole ASARTO, et qui sont les mêmes buts, que c'est d'améliorer la récupération et diminuer le stress chirurgical et la réponse inflammatoire systémique. Et premièrement, c'était pratiqué pour la chirurgie colorectale et puis c'était étendu aux autres chirurgies majeures de l'abdomen. Les fondements de ce protocole, les piliers sont trois, c'est le contrôle de la douleur post-opératoire, l'alimentation post-opératoire précoce et la mobilisation rapide. Donc, pour ce protocole adapté à la chirurgie hépatique ouverte, il faut agir depuis bien avant l'hospitalisation, dans les préopératoires, d'expliquer aux malades et sa famille des buts qu'on doit achever jour pour jour, les stimulations du tonus musculaire et les exercices respiratoires, et sur le plan nutritionnel, d'ajouter des antioxydants, particulièrement de la vitamine E et de l'oméga 3 et des probiotiques. Aussi réduire le jeûne avec boisson claire jusqu'à 2 heures avant l'induction de l'anesthésie et la surcharge de carbohydrates, particulièrement de maltodextrine. Dans les péropératoires, on utilise des agents anesthétiques de courte durée et on fait une analgésie spinale avec de la morphine intrathecale. Et il faut remarquer que c'est important d'éviter la surcharge hydrosaline et l'œdème de l'intestin grêle et conserver aussi l'hyperthermie et normothermie, excusez-moi. Dans les post-opératoires, on n'utilise pas de sonde gastrique, on fait systématiquement l'administration de prokinétiques. Le malade commence avec les liquides péros dès qu'il est réveillé, c'est-à-dire dans les 2 heures dans le post-opératoire. Et la diète solide depuis les 24 ou 48 heures, ça dépend de la tolérance de chaque malade. Et on mobilise le malade hors du lit dans les 24 heures du post-opératoire. Et il faut aussi éviter les opioïdes. Donc, on a utilisé ce protocole dans 189 malades qui ont subi une hépatectomie ouverte depuis mai 2011 jusqu'à juin 2015. Et c'était comparé avec un groupe contrôle de 79 malades ayant un management traditionnel entre décembre 2008 et avril 2011. Donc, les critères d'inclusion sont des malades adultes, ASA 1 jusqu'à 3, qui sont subis une chirurgie hépatique ouverte, avec un bon soutien familial social qui acceptent les protocoles. Et on exclut les malades qui ont subi aussi des résections viscérales associées, des anastomoses digestives, les donneurs vivants et les résections ex vivo. On n'a pas inclus non plus les malades qui ont subi des résections cœlioscopiques, car les protocoles sont complètement différents. On a défini les hépatectomies mineures jusqu'à 2 segments d'équinons, les hépatectomies majeures 3 ou plus segments d'équinons enlevés, les hépatectomies complexes quand ils sont plus d'une surface de section et des hépatectomies multiples quand on a plus en résection dans des segments non contigus.
On a évalué la faisabilité avec le taux d'adhérence au protocole et l'objectif primaire qu'on a fixé, c'était la sortie du malade pendant les 5 premiers jours post-opératoires. Compte tenu que le temps moyen d'hospitalisation publié dans les protocoles ERAS, c'est de 5 à 7 jours et de 7 à 11 jours avec les managements traditionnels. L'effectivité, c'était analysée par la moyenne et la médiane d'hospitalisation et la sécurité avec l'analyse des suites post-opératoires, morbidité et mortalité pour la classification de stratification des complications. Ils ont été comparés avec les groupes contrôle, même le taux de réhospitalisation. La classification des dindoclaviens sur les stratifications des complications, c'est codé dans 5 grades. Les premiers grades sont des suites presque normaux et les grades 5, c'est les décès. On a classifié comme complications mineures grade 1 et grade 2 et au-delà du grade 3, c'est des complications majeures. Les critères pour la sortie du malade, la bilirubine doit être normale ou en baisse. Et il faut avoir un adéquat contrôle de la douleur avec analgésie péros, une bonne tolérance à la diète solide, sans fluide intraveineux, et une mobilisation indépendante aussi similaire à celle du préopératoire, et que les malades soient d'accord pour sortir de l'hôpital ayant une confiance pour le management ambulatoire. On a analysé les variables continues avec les tests de Mann-Whitney expressés en moyenne et médiane, les variables catégories expressées en fréquence et pourcentage avec les tests de Fisher, et on a analysé la signification statistique avec le P mineur de 0,05. Comme vous voyez, les deux groupes ont été assez homogènes en ce qui concerne l'âge, la proportion des maladies bénignes et malignes, les proportions de résection mineure et majeure et de résection simple et complexe, même avec le pourcentage d'hépatectomie itérative dans chaque groupe et des requêtes de transfusion sanguine. Toutes ces variables ont été non significatives. La faisabilité, on peut voir que les 75% des malades du groupe 1, c'est-à-dire le groupe intervenu, est sorti dans les 5 premiers jours, tandis que le groupe 2, seulement 43% des malades ont accompli cet objectif. Et ça, c'était la seule valeur significative. La taux d'adhérence a été très haute, c'était 96,8%. Seulement 6 malades n'ont pas accepté la sortie à J5, même si on accomplit le critère de sortie. Et 20% des malades n'ont pas sorti à J5 parce qu'ils ont eu des complications au-delà du stroke 2. L'effectivité, comme vous voyez, la durée d'hospitalisation, on a inclus les jours de réhospitalisation dans les malades qui on a eu besoin de réhospitalisation. La médiane a été de 4 jours et moyenne de 5,3 jours pour les groupes 1 et les groupes contrôle 6,6 jours de moyenne et une médiane de 5 jours. La morbidité, c'était assez similaire dans les deux groupes. Vous voyez 33,3% pour le groupe 1 et 40% pour le groupe 2. En ce qui concerne complications majeures et complications mineures, comme vous voyez aussi, on était assez similaires. La mortalité, c'était de 2% pour le groupe 1 et de 3,8% dans le groupe 2. Et le taux de réhospitalisation, c'était de 4,8% dans le groupe 1, c'est-à-dire le groupe intervenu, et 10% dans le groupe contrôle. Et aucun de ces variables n'était significatif. Ça, c'est deux revues systématiques, révisions systématiques du protocole ERAS, où vous pouvez voir que notre série, c'est assez similaire au groupe intervenu dans cette deux grandes révisions systématiques. Et la seule signification statistique a été dans les médianes d'hospitalisation.
En ce qui concerne la stimulation de tonus musculaire pendant 15 à 30 jours préopératoires, ça dépend de l'état clinique de chaque malade, bien entendu. Ça améliore la mobilisation post-opératoire rapide et les exercices respirateurs ont l'objectif d'éviter les atelectasies par la parotomie en abdomen supérieur ou parésie diaphragmatique qu'on peut voir dans les hépatectomies majeures. Les antioxydants ont un effet de protection sur les phénomènes d'ischémie et reperfusion, surtout sur les foies qui ont subi des chimiothérapies lourdes. Et les probiotiques, même s'il n'y a pas une évidence scientifique très importante, ont une fonction d'immunomodulation et réduisent le syndrome de réponse inflammatoire systémique. Et il y aura peut-être, au moins comme hypothèse, une amélioration de la régénération hépatique. La réduction de jeûne aussi a un effet de diminution de l'ileus post-opératoire et de la cétoacidose et les surcharges de carbohydrates, 50 g de maltodextrine en 400 cc d'eau, augmentent la réserve de glycogène hépatique, améliorent le métabolisme de la glucose lors le post-opératoire et diminuent la résistance périphérique à l'insuline. Donc l'analgésie spinale réduit la douleur post-opératoire et ça favorise la mobilisation rapide et aussi diminue la requête d'opioïdes. Donc il y a une amélioration de la vidange gastrique et l'ileus post-opératoire est aussi diminué. Donc au total, dans les laparotomies de l'abdomen supérieur et de la chirurgie viscérale majeure, on essaie de diminuer la possibilité d'avoir des thromboses veineuses profondes, d'atelectasie post-opératoire, d'ileus post-opératoire et améliorer la douleur. Et comme vous voyez, la stimulation du tonus musculaire favorise la mobilisation rapide et la mobilisation rapide agit sur la prophylaxie de la TVP, de l'atelectasie et du ileus. Même le jeûne périopératoire, que soit très court, favorise la diminution de l'ileus post-opératoire et l'apport de l'analgésie spinale diminue la requête d'opioïdes et aussi agit sur la douleur sur l'ileus. Donc, comme conclusion, ce protocole de fast track en chirurgie hépatique ouverte est faisable avec une haute dose d'adhérence. L'objectif primaire s'était accompli dans 75% des malades. La médiane d'hospitalisation s'était diminuée à 4 jours et on peut quand même optimiser l'administration du lit. Et c'est sûr car les suites post-opératoires ont été comparables avec les managements traditionnels, avec une basse dose de réhospitalisation environ 5%. Mais ce qui est très important aussi pour le succès de ce protocole, c'est de changer les habitudes qui ont été installées profondément dans toute l'équipe médicale et paramédicale. Donc c'est très important d'éduquer les malades, d'éduquer sa famille, éduquer aussi tous les gens qui appartiennent à l'équipe médicale, comme les chirurgiens, les anesthésistes, les internistes, les infirmières, pour avoir un bon succès de ce protocole. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Dr. Denis. On passe donc au commentateur, le professeur Marc Bossier. Bien, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, d'abord je voulais vous remercier pour votre invitation. Ça me fait très plaisir en tant qu'anesthésiste réanimateur de venir assister à vos débats qui sont toujours passionnants. Et puis un deuxième remerciement, c'est de m'avoir laissé l'opportunité de commenter le travail qui a été présenté par notre collègue argentin, qui est tout à fait intéressant. On a besoin dans ce domaine-là d'études, je dirais, pragmatiques, de séries qui, après que la démonstration de l'intérêt des protocoles de fast track qui étaient faits de façon formelle, montrent en pratique comment ça se passe dans la vraie vie. Et ce que j'ai trouvé très intéressant dans votre série, c'est que, eh bien, vous nous avez montré la vraie vie, c'est-à-dire tout le monde n'adhère pas à ces protocoles, que vous n'arrivez pas toujours à mettre en place tout ce que vous auriez aimé mettre en place. 75% d'adhésion
à votre protocole, et que finalement, il y a des taux, des réductions d'hospitalisation qui sont dans une amplitude qui est tout à fait, on va dire, raisonnable et un petit peu, ça sera peut-être l'objet de discussion, plus raisonnable que certaines séries où l'on voit des choses tout à fait extraordinaires faites par des équipes où on ne sait pas très bien quels sont les taux de réhospitalisation ni les taux de complications. Ce qui est certain, c'est que, et ma présence l'atteste, c'est un travail collaboratif, vous l'avez parfaitement dit. Vous avez parlé de l'anesthésie, donc je ne vais pas brillamment, donc je ne vais pas trop en reparler. Je serai incapable de parler aussi bien de la technique chirurgicale. Je vais prendre les diapositives. Voilà, donc ce travail de collaboration, il a pour objectif de réduire ce stress opératoire et il y a une part chirurgicale, il y a une part liée à l'anesthésie, vous l'avez parfaitement dit, dans l'utilisation de techniques mini-invasives, dans l'analgésie, bien sûr, dans la prévention de l'hypothermie, et puis dans la réduction du stress, de ce stress métabolique. Alors, je pense qu'il est important de rappeler que tous ces efforts sont faits, certes, pour illustrer le dynamisme des équipes, mais aussi pour le bénéfice des patients. Et il y a actuellement de grands travaux, vous voyez que celui-là est vraiment très récent, qui montrent que quand on applique ces protocoles de fast track de façon raisonnable, et j'insiste là-dessus, l'incidence des complications post-opératoires est diminuée. C'est probablement pour ça que les patients peuvent sortir plus rapidement. Alors, bien sûr, c'est l'évolution de vos pratiques chirurgicales, de vos techniques d'abord, qui a été déterminante dans la mise en place de ces procédures. Et vous voyez qu'entre deux périodes sur ce travail récent qui comparait les pratiques chirurgicales, il y a eu une évolution majeure en 20 ans sur, d'ailleurs, vos abords, la quantité de parenchyme resséqués, vos techniques chirurgicales qui ont permis moins de transfusion sanguine, et puis l'adoption progressive de chirurgie mini-invasive. Bien sûr, on va probablement en discuter. Nous avons de notre côté travaillé sur les médicaments, sur le contrôle hémodynamique, sur le remplissage vasculaire, vous l'avez souligné. Vous avez parlé d'analgésie. Il y a actuellement des techniques analgésiques qui sont, on va dire, les mieux adaptées à ces protocoles de réhabilitation et qui n'emploient plus du tout, ou quasiment plus, de morphine, notamment de morphine en intratécale ou en péridurale, et qui sont les techniques d'infiltration cicatricielle. Vous pouvez mettre en fin d'intervention, surtout sur de la chirurgie ouverte, des cathéters multiperforés qui permettent l'administration en continu d'anesthésiques locaux. C'est probablement des techniques qui sont, c'est illustré dans ce travail très récent, aussi efficaces ou pratiquement aussi efficace que la péridurale, vous le voyez ici, avec moins d'effets secondaires que la péridurale, permettant une mobilisation plus rapide des patients, moins d'instabilité hémodynamique, moins de problèmes de rétention urinaire qu'avec la péridurale. Et je crois là qu'on peut vraiment travailler ensemble pour encore progresser dans ce domaine. Alors il y a un aspect sur lequel vous nous avez montré quelle était votre réflexion et qui est très probablement l'avenir dans ce contexte de chirurgie rapide, c'est la préparation du patient à l'intervention chirurgicale qui est déterminante, peut-être aussi déterminante que toute la phase post-opératoire. L'idée est de préparer dans la période préopératoire, de préparer de façon optimale le patient en lui faisant faire des exercices musculaires, en lui apportant une nutrition adaptée, et vous en avez parlé, pour faire en sorte que, eh bien, vous le voyez ici, cette phase chirurgicale, où il va y avoir bien sûr une activité fonctionnelle qui va décliner, eh bien, à partir du moment où on part de plus haut, l'impact de la chirurgie sera moindre, permettant une récupération meilleure. Donc ça s'appelle la préhabilitation, c'est quelque chose de tout à fait intéressant sur lequel nous devons travailler en équipe. Alors la première question que j'aurais à vous poser, puisque je suis devant une assemblée de chirurgiens, c'est bien sûr quelle est
d'une part la part de l'évolution entre les deux périodes que vous avez comparées, la part de l'évolution de vos techniques chirurgicales. Je vous l'ai montré, vos techniques chirurgicales ont beaucoup augmenté. Et finalement, quelle est l'importance relative de ces procédures laparoscopiques, célioscopiques, qui sont en train d'être développées et que l'on considère comme mini-invasives actuellement dans cette chirurgie du foie. Est-ce que finalement l'abord par laparotomie ou par laparoscopie a une importance considérable dans le processus de convalescence post-opératoire? Merci beaucoup le commentaire. Et Dr. André? Merci pour votre commentaire. Vraiment, on est tout à fait d'accord. En ce qui concerne à l'abord célioscopique, je pense que c'est très important. C'est un des piliers pour avoir une réponse inflammatoire systémique plus agressive. Dans notre série, la chirurgie hépatique par célioscopie, c'est à peu près les 5% des cas. On a des cas vraiment très, très complexes que c'est au moins dans notre main, c'est presque impossible de faire l'abord laparoscopique. Donc c'est très limité. Je pense que ça va continuer à évoluer et on peut peut-être augmenter le chiffre, les pourcentages d'abord célioscopiques dans la chirurgie du foie, mais notre série, ça représente les 5%. En ce qui concerne la technique chirurgicale, c'est pareil, parce que c'est pour ça qu'on a pris les cas de 2008 en avance et pas les anciens cas que peut-être peut avoir des changements de la technique chirurgicale et plutôt de la technique transfusionnelle et la technique des anesthésistes. Et justement sur la technique péridurale. On n'utilise plus de cathéters, on a utilisé premièrement les cathéters, mais comme les chirurgies majeures du foie peuvent diminuer le taux de prothrombine, on avait des problèmes pour mobiliser les malades avec le cathéter dans le dos, donc on a préféré la morphine intrathecale. C'est vrai que les dispositifs au niveau de la laparotomie sont très bonnes et malheureusement dans notre pays jusqu'à présent on n'a pas non, ils sont pas disponibles. J'espère que bientôt on peut le voir, mais je pense que ça va continuer à améliorer le management de la douleur. Et juste dernièrement sur la taux d'adhérence. La taux d'adhérence c'était de 16%. Et pas de 16, 96% et pas de 75%. 75% c'est la réussite d'accomplir le protocole. Mais il n'y a que 6 malades qui n'ont pas eu d'adhérence et ils n'ont pas voulu sortir de l'hôpital même si les critères ont été accomplis. Merci. Merci, on va ouvrir la discussion. Professeur Adam. Oui, Oscar, félicitations pour cette expérience tout à fait intéressante. On est probablement en retard en France sur le fast-track dans la chirurgie hépatique, mais j'ai 2 questions à te poser. La première, c'est, dans la mise en place, moi je m'interrogerais ciblé sur une population d'hépatectomie limitée, parce qu'en toute logique, faire du fast-track à quelqu'un qui a une hépatectomie limitée est probablement beaucoup plus faisable, beaucoup plus pratique que quelqu'un qui va avoir une hépatectomie droite élargie au segment 4, où là, ça va être peut-être un tout petit peu plus difficile. J'aimerais avoir ton retour là-dessus, parce que quand on voit tes résultats, on s'aperçoit que tous ces efforts qui ont été faits, finalement, aboutissent à une différence en médiane d'hospitalisation qui est seulement de 1 jour. J'aimerais avoir donc ton commentaire là-dessus. Et la deuxième question, c'est par extrapolation à ce qu'on fait dans l'ambulatoire. On s'aperçoit que l'ambulatoire, c'est fantastique parce que c'est 1 jour d'hospitalisation. Et puis donc, on évite tout le coût de l'hospitalisation ultérieure. Mais on sait très bien que ce jour d'hospitalisation, il nécessite beaucoup d'investissements humains, logistiques, matériels, et que ça coûte, le jour, il coûte plus cher.
Ma question, c'est est-ce que vous avez fait une étude médico-économique de tout ce que ça représente comme énergie en préopératoire, périopératoire, pour les anesthésistes, pour les chirurgiens, pour le personnel, parce que c'est probablement plus lourd à prendre en charge. Merci René. Et en ce qui concerne aux hépatectomies majeures, comme vous avez vu, la plus grande majorité des cas ont été des hépatectomies majeures. Et quand même, je pense qu'il y a un avantage et on peut le faire si le malade et sa famille est bien éduqué et bien instruit sur les buts à accomplir jour par jour. Peut-être notre série historique, notre série contrôle, c'est un peu, je ne sais pas comment dire, biased, biaisé parce qu'on avait déjà commencé à faire quelques interventions pour faire plus court le temps d'hospitalisation. Donc, cette différence de seulement un jour, ça ne représente pas beaucoup, mais c'était statistiquement significatif. Et notre hôpital, mon ancien hôpital, en fait, il n'y a que 125 lits. Donc, il faut faire des efforts pour avoir une administration de lits vraiment très, très active. Donc, ça représente, à la fin de l'année, dans une année de ce protocole, on avait épargné environ 60 jours d'hospitalisation. C'est-à-dire il y a 60 lits qui sont libres par an pour deux autres procédures. En ce qui concerne la chirurgie ambulatoire, je ne peux pas te répondre parce qu'on ne fait pas de chirurgie ambulatoire pour la chirurgie hépatique. On a fait des études d'économie, mais elles ne sont pas vraiment très fortes, donc je ne l'ai pas mentionné, mais dans notre étude, on a épargné 30% de coûts d'hospitalisation. 30% avec la différence entre les groupes contrôle et les groupes intervenus. C'est bon? Des questions? Donc on passe à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. On passe à la prochaine présentation. Le docteur Pablo Sonsini Astudillo de Cordoba, une ville dans le centre du pays, très, très renommée pour son caractéristique universitaire. Donc le docteur Sonsini Astudillo, c'est un professeur de Cordoba qui a fait à un moment donné, il y a 15 ans, le rapport national sur la plaie biliaire. Donc il nous va parler aujourd'hui de l'évolution après ces 15 années de le traitement de la plaie biliaire et son avenir. Docteur Sonsini Astudillo.